Merci beaucoup, bonsoir. Je suis très fier, très honoré d'être là parmi vous. Très fier parce que, effectivement, je succède à de très hauts responsables, de très hautes figures qui ont conduit l'Ilérie là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à un vrai niveau d'excellence, mais aussi parce que je suis devant vous et que vous êtes là parce que vous l'avez souhaité. Vous contribuez à faire de l'Ilérie, avec vos professeurs, avec votre équipe de direction, une institution extrêmement respectée, où l'on vient apprendre le monde et pour ensuite en tirer un profit professionnel et surtout énormément de bénéfices personnels pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et pour moi, qui ai consacré beaucoup de temps à l'étude des questions européennes, et donc forcément un peu aussi aux relations internationales, c'est donc un grand moment de fierté de le partager avec vous. Alors je vais essayer d'assumer mes fonctions le mieux possible, c'est-à-dire promouvoir, vous défendre collectivement, mais aussi, je voulais vous le dire, chacun d'entre vous, à partir d'aujourd'hui, je suis à votre disposition avec toute votre équipe, et si je peux vous aider, vous conseiller, à un moment ou à un autre de votre réflexion ou de votre vie professionnelle, d'abord votre vie d'étudiant, vous pouvez compter sur moi. Et croyez-en Henri, qui est mon seul témoin, quand un Corse dit ça, il ne le dit pas au hasard. Donc je le prouverai. Ce soir, il fallait que je me présente, et Henri Buzicazo l'a fait d'une manière évidemment trop élogieuse. En réalité, je préside par ailleurs une fondation, la fondation Robert Schuman, qui est un peu le think tank de référence sur l'Union européenne, le think tank français, présent aussi à Bruxelles et dans tous les pays de l'Union européenne. C'est pour moi l'aboutissement aussi de convictions, d'un parcours, d'engagement qui ont connu à la fois il y a très longtemps la vie politique. J'ai été élu à Paris, j'ai travaillé avec des hautes personnalités, avec Raymond Barre, qui a présidé l'Ilérie, avec le président du Sénat, René Monory, qui était ministre des Finances, puis président du Sénat, et dont j'étais le directeur de cabinet. Et donc, j'ai pu effectivement, dans toutes ces occasions, m'apercevoir que dans tout ce qui se passait dans le monde, dans nos pays respectifs, il y avait un objet non identifié qui s'appelle l'Union européenne, qui maintenant a 70 ans, pratiquement, 69 pour être précis, et qui était quelque chose de totalement unique dans l'histoire des relations internationales. C'est la première fois qu'on essaie d'unifier un continent de manière pacifique. D'habitude, ça se fait, y compris lorsqu'on est français, d'une manière un peu plus brutale. Napoléon avait unifié l'Europe à sa manière, d'autres ont essayé de le faire, heureusement échoué, Hitler ou d'autres, et partout sur la planète, on s'aperçoit que l'histoire des États, puis l'histoire des nations qui, c'est un concept, vous le savez, qui est relativement récent, qui date de moins de 200 ans, eh bien ça passe toujours par des conflits et au moins par des rapports de force. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en parlera, on voit revenir un peu ces rapports de force, ces relations de puissance. On voit bien qu'entre les États-Unis et la Chine se dresse une compétition pour l'hégémonie. D'ici le milieu du siècle, qui sera la première puissance? Et si vous voulez, on en parlera un peu. Et tout cela, dans nos esprits, et nous en France, on est les spécialistes, ça nous fait un peu oublier ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est un continent désormais pacifié depuis 70 ans. Si vous en croyez Michel Serres, que vous connaissez certainement, lui dit depuis la guerre de Troie, nous n'avons pas connu 70 ans de paix. Moi, je n'avais pas compté aussi loin, mais je sais qu'au moins depuis 500 ans, mon pays, la France, n'a pas connu une
première évidence d'une Union européenne qui s'est créée après le second conflit mondial, qui aurait pu continuer à faire comme d'habitude, c'est-à-dire ne pas procéder à une rupture stratégique et repartir dans des relations de rapport de force au sein d'un continent qui finalement est le continent au monde où il y a eu le plus de conflits depuis les origines de l'homme. Et donc, malgré ça, quelques hommes inspirés, de Robert Schuman, Konrad Adenauer, etc., ont su inverser le cours de l'histoire après le deuxième conflit mondial et créer cette Union européenne, aujourd'hui un peu ignorée, souvent décriée, et, comment dirais-je, qui n'est pas défendue comme elle le devrait. Ça, c'est mon sens, et je vais essayer de vous le démontrer. Pour parler des enjeux des élections européennes et pour parler de l'Union européenne, il faut un peu oublier tout ce qu'on lit. Nous, en Europe, on a une spécialité, c'est que quand on fait quelque chose, on en doute aussitôt. Et on le remet en cause. C'est à la fois quelque chose qui nous affaiblit, et à la fois quelque chose qui nous renforce, parce que ça nous permet d'être un peu perfectionniste. Et pour l'Union européenne, ce que je lis, ce que je vois, c'est un peu toujours la même chose, depuis plus d'une vingtaine d'années. Oh, cette Europe marche mal, l'Europe va exploser, l'Europe lutte pour sa survie. Bref, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal ou d'écouter n'importe quel homme ou femme politique aujourd'hui, spécialement en France, pour avoir ce type de discours. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de difficultés, je vais en parler, il y a plein de défis pour l'Union européenne, mais il y a aussi des accomplissements et il y a aussi des espoirs. Et si vous voulez bien, c'est les trois réflexions que je ferai avant d'ouvrir la discussion avec vous. Quels sont les défis de l'Union européenne et des Européens en général, de l'Europe? Deuxièmement, quels sont ses doutes, ses faiblesses? Et troisièmement, quels sont ses espoirs et pourquoi, personnellement, je reste, comme observateur attentif, très optimiste. Les défis de l'Union européenne, on voit bien, j'évoquais les changements du monde, les changements de paradigme des relations internationales. Devant vous, je les évoque seulement, mais si vous voulez, on en parle plus en détail. Cette course à l'hégémonie entre la Chine et les États-Unis qui jusqu'ici, après le second conflit mondial, avaient en quelque sorte imposé au monde des relations internationales basées sur les traités, sur l'Organisation des Nations Unies. René Cassin, qui a présidé l'ILERI, avait marqué de son empreinte par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen toute l'histoire de l'après-guerre en essayant, grâce au soutien américain, de créer un ordre mondial à peu près ordonné autour de traités, autour d'une organisation internationale. On voit bien qu'on arrive au bout de ce système parce que les Américains, et pas seulement Donald Trump, n'ont plus envie de jouer ce jeu de soutien, de grand ordonnateur des relations internationales. Et donc, cela va avoir énormément de conséquences. Et pour l'Union européenne, c'est un défi majeur. Parce qu'une partie de l'Europe, c'est un peu moins vrai pour la France que pour les autres, avait organisé sa défense à travers l'OTAN, c'est-à-dire sous parapluie américain. Ça avait permis à la guerre froide de s'estomper, ça a permis de la gagner d'ailleurs. Et puis avait donc tenté de reconstruire un continent ruiné sous une protection américaine avec un grand allié qui était la première puissance du monde. Le grand allié s'est un peu usé les griffes en Afghanistan, en Irak, et malgré la première armée du monde, malgré 700 milliards de dollars de dépenses militaires chaque année, les Américains ont compris qu'on ne gagnait plus une guerre aujourd'hui, que personne ne peut gagner une guerre de manière durable, certainement pas une guerre d'occupation du territoire. Donc un
Trump, c'est le retrait dans tous les domaines. Alors on se retire de l'UNESCO, c'est fait depuis le 31 décembre, on s'est retiré au préalable de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, du traité transpacifique, bien sûr on a annulé les négociations avec l'Union européenne sur un traité commercial et la protection des investissements, on vient de se retirer du traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, entraînant le retrait de la Russie aussi, traité qui avait mis la fin à la crise des euromissiles dans les années 80. Bref, les Américains se retirent, se replient, et on a connu ça plusieurs fois dans leur histoire, y compris au lendemain du premier conflit mondial, lorsque le président américain Wilson s'est vu refuser par le Congrès la ratification de la Société des Nations et qu'ils ont ainsi contribué au déséquilibre européen d'entre les deux guerres qui a généré un second conflit mondial. Donc repli américain, ambition chinoise, on voit que le président Xi Jinping veut, peut-être un peu plus tôt que ses prédécesseurs, Deng Xiaoping, veut montrer que la Chine est de retour dans une analyse très nationaliste, et l'on voit que la grande Chine, 1,4 milliard d'habitants, dispose à la fois la profondeur du marché domestique, des capacités intellectuelles et technologiques pour rattraper à grands pas les États-Unis et l'Europe dans la course à la puissance. Autour de nous, on voit aussi la Russie, très révisionniste, qui ne s'est jamais réellement remise de la chute de l'Empire soviétique, qui en avait fait à peu près l'équivalent en termes de puissance, au moins nucléaire, avec les États-Unis, et qu'aujourd'hui, la Russie, ça reste le plus grand pays par l'espace du monde, mais c'est un pays dont le PIB est inférieur à celui de l'Italie, pour pratiquement 1600 milliards de dollars, donc l'Italie a 2000 milliards de dollars de PIB. Pour un pays de 120 millions d'habitants, c'est un pays pauvre, c'est un pays qui est soumis à, comment dirais-je, une gouvernance très particulière, dans la mesure où, comme souvent dans son histoire, un certain nombre de prédateurs se sont emparés des richesses du pays, qui sont gigantesques. La Russie, c'est le seul pays qui dispose de toutes les ressources naturelles connues au monde, mais que le système d'exploitation fait que ce n'est pas l'essentiel de la population russe qui en profite, ce qui pourrait entraîner la Russie vers des sommets de réussite économique, et que, au contraire, pour arriver à tenir ce pays très grand, peut-être trop grand, il a fallu au président Vladimir Poutine de recréer un système autocratique qui est très éloigné du système démocratique que nous connaissons. Et cette Russie, elle cultive un ressentiment d'avoir perdu son statut de grande puissance. Elle veut le rester par tous les moyens. Ne croyez pas qu'elle ait une stratégie absolument intelligente. Chaque fois qu'elle voit une opportunité de placer un pion, eh bien, elle le place, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine. Chaque fois qu'il y a en face de la faiblesse, elle essaie de placer un pion pour montrer qu'elle existe encore et qu'elle veut exister. Pour l'Union européenne, c'est un défi majeur, dans la mesure où, depuis les années 89, l'Union européenne essaie de créer, avec la Russie, un cadre de relations, de partenariat. Je pourrais vous donner 1001 exemples de ce qu'on a essayé de faire avec elle, mais on n'a jamais réussi parce que, au moment où on a voulu, par exemple, créer un cadre de coopération pour nos investissements, pour sécuriser nos investissements, il fallait qu'on ait une justice à peu près indépendante, pour que les acteurs économiques puissent investir en Russie. Et chaque fois, on s'est heurté
finalement, à cette incapacité qu'a la Russie à créer un régime démocratique qu'elle n'a jamais connu en réalité dans l'histoire, même sous la courte période du gouvernement du président Yeltsin. Et donc, on a à nos frontières un acteur révisionniste qui est plutôt un joueur de Go qu'un joueur d'échecs. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez jouer au Go, mais le Go, il faut gagner des espaces. Et donc, la Russie essaie de temps en temps de titiller ses voisins, donc l'Union européenne, et bien d'autres aussi, pour essayer de compter encore dans un système de relations internationales où l'on voit revenir l'importance des rapports de force. Je pourrais continuer tout l'environnement défie en quelque sorte l'Europe, l'Afrique. L'Afrique va connaître une explosion, connaît déjà une explosion démographique sans précédent. Elle va, au tournant du siècle, dépasser les 2 milliards d'habitants. Elle en a aujourd'hui 800 millions. On voit bien que les différences de richesse entre l'Afrique, l'Europe et ses voisins créent des mouvements de population absolument considérables. C'est donc pour l'Union européenne, à mon avis, le principal défi, non pas seulement en termes d'immigration, mais en termes de relations avec un continent, puisque c'est le continent où la France, le Royaume-Uni, la Belgique et bien d'autres avaient colonisé pratiquement l'ensemble du territoire africain, et que donc la décolonisation crée à la fois et des obligations et des liens particuliers qui sont plus fraternels qu'on pourrait le croire parfois avec les anciens colonisés. En tout cas, il crée des devoirs de l'Europe à l'égard de l'Afrique. Et donc, ce défi, j'y reviendrai peut-être, c'est aussi pour les Européens de comprendre que l'Afrique est en train de croître et de grandir toute seule, et qu'il faut peut-être la considérer comme un vrai partenaire plutôt que comme les anciens pays colonisés. Pardon, j'ai attrapé un chat dans la gorge aussi. Il a été donné par monsieur Bouzicazou. Et donc, je pourrais continuer comme ça en évoquant par exemple la Turquie, qui est en train de déraper et de quitter les rivages européens ou même ceux de l'OTAN en essayant de jouer à la fois sur la carte musulmane, puisque le président Erdogan entend être un des exemples de l'islam moderne, et notamment s'en sert beaucoup pour pénétrer l'Afrique et les pays alentours. En tout cas, toujours membre de l'OTAN, la Turquie veut à la fois développer ses relations avec la Russie, à la fois garder sa perspective européenne et jouer toute seule en rupture avec ce qu'était la Turquie depuis Atatürk, c'est-à-dire depuis plus de 80 ans, c'est-à-dire un pays musulman qui avait pris comme modèle l'Occident et qui souhaitait s'intégrer à l'Europe. Alors on y reviendra, mais au milieu de tout ça, on a une Europe donc qui est défiée par tout son environnement, avec toute une série de questions stratégiques profondes, sérieuses. Bien sûr, on veut des relations avec la Russie qui soient apaisées. Bien sûr, on a intérêt à avoir avec l'Afrique des relations productives, de confiance, y compris avec aussi la Turquie. Et l'Union européenne est un ensemble politique inachevé, merci beaucoup, qui elle-même a des difficultés à avoir une diplomatie commune, des intérêts communs et à pouvoir gérer tout cela à la fois. Alors, ce ne sont pas les seuls défis que l'Union européenne rencontre. J'en vois 3 que je voudrais rappeler devant vous et qui plaident justement pour une Europe plus unie. Un, c'est le défi démographique. Il y a encore 200 ans, il y avait 1 milliard d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards. Et on pense qu'en 2050, nous serons 11 milliards. L'Union européenne, c'est 512 millions d'habitants aujourd'hui, avec une démographie en baisse, face à une Asie et une Afrique qui déjà représentent les 2 tiers de la population mondiale.
plus de 60%. Vraisemblablement, en 2050, l'Asie plus l'Afrique, ce sera 83% de la population. C'est les prévisions de l'ONU, de la population mondiale. Et l'Union européenne sera un peu moins de 500 millions d'habitants. Dans l'histoire des peuples, il n'y a pas d'exemple où la démographie ne soit pas prescriptrice de la puissance. Et donc pour l'Union européenne, c'est un vrai défi. Où elle fait des bébés, où elle accepte des immigrés, mais en tout cas, elle ne peut pas rester dans cette situation-là. Aujourd'hui, nous représentons 6,9% de la population mondiale. Et pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, nous sommes riches, les Européens, nous dépensons 50% des dépenses de santé du monde qui sont dépensées pour 6,9% de la population mondiale. C'est quelque chose qui n'est pas durable. Et donc c'est un défi fondamental pour l'Union européenne. Défi migratoire, défi démographique, et j'ajouterai à cela le défi géographique. L'Union européenne, c'est le plus petit continent du monde. La Russie fait 17 millions de kilomètres carrés, les États-Unis 9 millions de kilomètres carrés, le Canada, l'Australie, et nous sommes le plus petit continent du monde, avec un peu plus d'1 million de kilomètres carrés, et encore. Donc, le moins peuplé, le moins grand, et nous sommes, nous, Européens, toujours fiers de nos systèmes politiques. Nous disons que nous sommes la zone la plus démocratique du monde, et que d'ailleurs nous sommes alliés avec tous les grands régimes démocratiques, que sont les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Brésil. Regardez aujourd'hui dans quel état sont tous ces régimes démocratiques. Au point que Intelligence Economic Unit, qui est une référence en la matière, publie chaque année l'état de la démocratie dans le monde. Et c'est un service de The Economist, le journal britannique. Ils ont compté 23 pays qui sont réellement et totalement démocratiques. Ils ont compté une cinquantaine de pays qui sont presque démocratiques. Mais ils ont compté 52 dictatures dans le monde, 23 États dont on ne sait pas, ils sont hybrides, c'est formellement des démocraties, mais en réalité un peu pipotés. Et donc, le défi démocratique pour l'Union européenne, c'est quelque chose de fondamental. D'autant plus qu'en son sein, l'Union européenne commence à voir des partis populistes, nationalistes, extrémistes arriver aux affaires, avec un retour des nationalismes, comme on le voit en Pologne, en Hongrie, dans une autre mesure aussi en Italie, aux dernières élections, et que donc ce défi démocratique il pose la vraie question de la nature de nos régimes, nous, nationaux, mais aussi de la construction que nous avons faite d'une Union européenne qui, au fil de ces traités, a élaboré le corpus juridique de valeurs peut-être le plus protecteur des droits collectifs et individuels. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les deux traités, le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui recouvre les 11 traités signés depuis 1950 par les Européens, mettent toujours dans leur préambule et en avant des valeurs démocratiques tout à fait dignes de René Cassin, mais qui sont ce qu'on a écrit de mieux en la matière. Même aux États-Unis, on n'a pas formalisé dans les constitutions la protection des minorités, la non-discrimination, la parité homme-femme, l'état de droit et les valeurs de la démocratie telles qu'on les conçoit dans nos démocraties européennes. Et donc, c'est un véritable défi, parce que vous verrez, vous lirez, vous entendrez un peu partout que toute la force des discours des États aujourd'hui autocratiques, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, c'est d'essayer de
n'est pas toujours le régime le plus efficace. Et que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, pour arriver à tenir la course aux technologies, au commerce international, voire aux rapports de force brutaux, il faut avoir des pouvoirs forts. Et ça, c'est un vrai défi pour l'Union européenne, pour chacun des États de l'Union européenne, c'est de savoir si nous allons accepter cette affirmation ou au contraire essayer de démontrer que bien que démocratique, nous pouvons rester efficaces, transparents, avec le soutien de nos peuples. Et vous voyez bien ce qui se passe dans nos propres démocraties, c'est-à-dire des changements de génération, des changements de revendication, la volonté d'avoir une meilleure répartition des richesses. Je passe sur les gilets jaunes, etc. Aucun des pays n'est épargné. La première manifestation en Europe de cette remise en cause, en quelque sorte, de la démocratie, telle qu'on l'entendait de manière traditionnelle, ça a été le Brexit. Ça a été le référendum pour le Brexit, où les Britanniques ont dit nous voulons sortir de l'Union européenne car nous en avons assez de cette Cour de justice. Ils en avaient même remis en cause la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas, elle, du ressort de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Et nous voulons rapatrier les pouvoirs, et nous savons, nous, ce que nous sommes capables de faire. Il nous faut maîtriser l'immigration, il nous faut être plus sévère sur toute une série de valeurs qui doivent rester derrière le drapeau britannique. Et c'est comme ça que, dans une campagne électorale au relent un peu populiste, on obtient le vote du Brexit, et pas seulement parce que l'Union européenne n'a pas su répondre aux demandes des Britanniques. Au contraire, les Britanniques avaient un statut déjà très à part au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez, je brosse très très vite, pardon de le faire si rapidement, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez, quelques-uns des défis énormes qui pèsent sur l'Union européenne et qui font que, c'est ma deuxième partie, c'est qu'il y a une baisse de morale, un doute profond des élites et souvent de certains peuples de l'Union européenne à l'égard de ce qu'on a construit en Europe depuis 70 ans. On devrait être plutôt fier d'être la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, un PIB de pratiquement 15 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 18 000 milliards de dollars, c'est le premier PIB du monde. La première puissance commerciale, y compris devant la Chine. Une monnaie, l'euro, qui en 10 ans est devenue la deuxième monnaie de réserve du monde. Il y a encore du boulot pour égaler le dollar, mais enfin en 10 ans, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et finalement, un système démocratique, un système solidaire, où les régions les plus pauvres sont aidées, où si vous sortez de cette pièce et que vous tombez dans la rue, vous serez immédiatement soigné par les SAMU en moins de 5 minutes et gratuitement, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, sur aucun autre continent du monde, y compris aux États-Unis, où on vous demandera votre carte de crédit avant de vous soigner. Et donc, ce système-là, les Européens en doutent. Ils sont, comment dirais-je, parcourus d'un doute métaphysique profond. Et alors, j'essayais de savoir pourquoi. Tout ce qu'on lit, c'est l'Europe n'est pas démocratique. Jusqu'à preuve du contraire, elle est dirigée par des députés européens élus, des gouvernements qui sont désignés et répondent devant leur Parlement. Donc, elle a des compétences assez limitées. Vous savez qu'il n'y a que 5 compétences complètement déléguées à l'Union européenne. La monnaie, le commerce, la concurrence, la pêche, la protection des ressources halieutiques, et finalement tout ce qui est l'union douanière. Voilà. Tout le reste, ce sont des compétences partagées avec les États. Donc tout ce qu'on peut entendre sur les critiques de l'Union européenne, ce sont des critiques qu'on porte d'abord aux États membres et ensuite à l'organisation que nous avons créée en commun. Mais donc, ce doute métaphysique profond, il s'explique par les changements qui interviennent dans le monde, changements extrêmement brutaux, dus à des avancées
techniques et scientifiques absolument considérables, mais surtout diffusées de la manière la plus large dans les populations. Moi, j'ai connu les premiers téléphones portables, vous savez, cette taille-là, qu'on portait à la main. Mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, vous n'imaginez pas ne pas vous informer par vos téléphones portables. C'est une invention technologique diffusée le plus largement possible, qui n'est que le symbole de tout ce qui se passe sur le plan scientifique et sur le plan technologique, et qui crée partout dans les esprits une sorte de vertige à l'égard de l'essence de l'être humain. Si vous voulez vraiment comprendre ce que je veux dire par là, vous allez sur Internet, regardez le site de la Singularity University. C'est l'université financée par Google, qui, avec tout un courant de pensée, des écrits philosophiques, plus ou moins sérieux, essaie de démontrer que l'être humain n'est qu'un maillon dans la chaîne de la grande histoire de l'humanité, et qui sera remplacé bientôt par un robot, par l'intelligence artificielle. Et on voit déjà en matière militaire, en matière d'automatisme, l'intelligence artificielle remplacer l'être humain. Et donc, inconsciemment, dans tous les esprits, notamment des pays les plus développés, notamment des continents les plus gâtés, comme l'Europe l'est, vous avez cette angoisse, ce vertige qui monte, qui fait que chaque parent s'interroge, est-ce que mes enfants auront un boulot ou ils seront remplacés par un robot? Dans le même temps, si vous habitez le fin fond du Burkina Faso, vous avez aussi Internet. Et si vous êtes un père ou une mère de famille et vous voyez comment vivent les petits Français ou les petits Allemands, vous avez vraiment envie que vos enfants vivent aussi bien. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité de le faire sur place, on s'organise pour aller vivre en Europe. Voilà l'importance des phénomènes qui aujourd'hui atteignent l'Europe et, comment vous dire, les élites européennes, les populations européennes ne sont pas du tout prêtes à affronter ce débat. Et donc, bouleversé sur le plan politique, on avait un système de démocratie représentative assez traditionnel, on élit les responsables, on leur confie les clés de la maison, et quand il y a des élections, on les sanctionne ou on leur réélit. Aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. Ce qu'on veut, c'est contrôler. On a l'information, l'éducation, et donc on veut comprendre. Et la construction européenne, elle est lointaine, elle est complexe, elle est diplomatique, très juridique, et donc elle ne correspond pas vraiment à ce besoin de transparence, et il manque à l'Union européenne cette fierté d'appartenance qu'on peut avoir à l'égard de son pays, à l'égard de son équipe de foot, à l'égard de son drapeau. Il n'y a pas, au niveau européen, cette adhésion naturelle. Et comme les élites européennes, les élites des pays européens, doutent aussi du système qui leur enlève du pouvoir, vous avez cette espèce de cocktail qu'on appelle l'euroscepticisme. Il dit, mais finalement, l'Europe qu'on a faite, est-ce qu'elle est bien adaptée au monde d'aujourd'hui? Moi, je prétends qu'elle a parfaitement anticipé la mondialisation en organisant le regroupement volontaire des forces des nations européennes pour essayer de faire face à ce qui se passait comme dans le monde, les changements, l'émergence de nouveaux États, continents, taille continentale. Mais les élites européennes, si vous voulez retenir une image un peu amusante et un peu abusive, elles sont dans la situation finalement de la dinde à l'égard du menu de Noël. Si vous demandez à une dinde de faire le menu de Noël, elle n'est pas enthousiaste. Elle n'est pas enthousiaste. Et si vous demandez à un député français ou allemand de préparer l'Europe de demain, il sait qu'il doit abandonner ses pouvoirs. Et c'est ça, cette logique qui fait que nous avons des freins à l'intégration européenne, au partage de souveraineté qui soit volontaire dans le
d'un doute européen avec cette volonté en même temps de retrouver dans le cadre national quelque chose de confortable qu'on connaît et qui permet de protéger à l'égard des grands bouleversements du monde. C'est, on pourra y revenir si vous le voulez, la principale faiblesse des Européens, de douter ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai un autre point de vue que je vous incite forcément à réfléchir. Lorsqu'on regarde ce que les Européens ont fait en 70 ans, si vous regardez les images de Berlin ou de certaines capitales européennes en 1945, ils étaient ruinés, il n'y avait plus d'économie, le continent avait été saigné de millions, pratiquement 50 millions de morts, et donc normalement l'Europe était sortie de l'histoire. Et quand on regarde 70 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on est revenu au premier niveau mondial, en termes d'économie, en termes de vie sociale, en termes de démocratie, que bien sûr on a des défis considérables, mais on n'a pas échoué, on a réussi, au-delà même de ce que les pères fondateurs pouvaient espérer. Quand Robert Schuman, le 9 mai 1950, suggère que plutôt que de se disputer avec l'Allemagne, la France partage la production de charbon et d'acier, qui permet de reconstruire le pays, et sur lequel on se disputait parce qu'on avait peur que les Allemands fassent des armes, de nouveau, avec l'acier. Et bien, on le partage, on le met sous contrôle commun, et on le reconstruit. Quand on s'aperçoit de la manière dont ils ont abordé ce sujet, on pense qu'ils ont anticipé une mondialisation qui fait que désormais nous sommes un continent face aux autres continents du monde. Et donc nous avons réussi, mais aujourd'hui il y a de nouveaux défis. Et c'est ma dernière partie et ma conclusion. L'Europe a toutes les armes pour réussir dans la mondialisation. Toutes les armes, contrairement à tout ce qu'on entend. Non seulement, même quand on entend téléphone portable. Et donc, d'abord parce qu'elle est en train de bouger beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Il y a, depuis quelques années, quelques signaux qui montrent que l'Europe est en train de se réveiller sur des sujets qui jusqu'ici lui étaient un peu interdits. Vous savez, la construction européenne, c'est quelque chose qu'on a fait à l'envers, parce que si on le faisait à l'endroit, en 1950, c'était encore la guerre, 5 ans après la fin des combats. Et donc, on l'a fait à l'envers en disant on va partager nos intérêts économiques et petit à petit, on va construire quelque chose de plus politique. Et en réalité, toutes les fédérations dans l'histoire du monde se sont construites dans l'autre sens. La fédération américaine, brésilienne, indienne, elles se sont construites, on partage la police, l'armée, et puis petit à petit, on partagera le reste. Mais on partage l'armée parce qu'on a besoin d'avoir une force militaire qui nous défende tous. Moyennant quoi, toutes les fédérations et les confédérations qui se sont créées dans le monde, elles sont toutes passées par une guerre civile. La guerre civile américaine, la guerre civile en Inde, partout vous pouvez, parce qu'à un moment ou à un autre, on doit partager des compétences de proximité. Et donc l'Union européenne a été faite à l'envers parce que c'était le seul moyen de progresser et d'installer la stabilité sur le continent. Et ça, n'oubliez jamais, parce que c'est toujours ce qu'on appelle la méthode communautaire, c'est-à-dire des traités, des États souverains qui délèguent volontairement quelque chose au niveau européen par traité, confient à la Commission, instance supranationale, le soin de le faire respecter sous le contrôle d'une cour de justice dont les décisions s'appliquent automatiquement dans les États membres. C'est quelque chose de très spécifique, de très magique, de très compliqué à expliquer, mais ça marche. La preuve, quand les Britanniques, qui sont un peu une exception en Europe, parce que c'est une île, parce que c'est les seuls qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, tous les autres ont perdu. Tous les autres ont perdu. Quand ils veulent sortir, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à garder à la fois le bénéfice enfin le beurre et l'argent du beurre, comme on dit en anglais, to have the cake and eat it. Donc ils veulent à la fois un pied dedans, un pied dehors, et on voit bien la difficulté de dissocier ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire une délégation de quelques arpents de souveraineté, une délégation volontaire,
matière de défense, en matière économique, on voit bien aujourd'hui quels sont les grands défis. La défense, c'est petit à petit pour l'Union européenne d'acquérir une autonomie stratégique, voire une indépendance. Indépendance à l'égard des États-Unis, bien sûr, le grand allié, mais pour pouvoir se protéger des autres. C'est, si tu veux faire la paix, prépare la guerre. Il faut qu'il y ait peut-être un jour une armée européenne, en tout cas un système de défense européen qui soit crédible, et aujourd'hui il n'est pas crédible dans l'indépendance à l'égard de la Russie, à l'égard des États-Unis et à l'égard de tout autre agresseur potentiel. Si on veut une diplomatie commune, il faut l'asseoir sur une défense crédible. Et donc ça, c'est le premier défi. Et c'est un sujet qui évolue très très vite depuis 2-3 ans en Europe, puisque désormais, il va y avoir un fonds européen de défense à partir de l'année prochaine. Il y a déjà de l'argent qui est dépensé, qui vient du budget européen pour financer des projets de défense. Il y a au cœur de tout cela la France et l'Allemagne, les deux principales puissances continentales, qui ont décidé de créer, d'avoir un char en commun, d'avoir un avion de combat en commun, et autant de projets structurants pour pouvoir créer ce qu'on a fait au niveau européen, une coopération structurée permanente, quelque chose qui est prévu par les traités européens, et qui permet de développer des capacités communes en vue d'avoir une politique plus ou moins indépendante. C'est un sujet qui avance très vite et qui, à mon avis, crédibilise une démarche européenne. D'autres sujets, vous les voyez dans la presse, sont désormais sur la table et seront en partie un des enjeux des élections européennes. Faut-il avoir une politique de concurrence un peu différente? Vous avez vu à Alstom, Siemens, avec le droit de la concurrence européen actuel, cette fusion n'a pas été autorisée alors qu'elle était susceptible de donner un grand champion mondial capable de rivaliser avec les Chinois et d'autres. Faut-il réviser le droit de la concurrence? Oui, manifestement, et vous verrez progresser des initiatives toujours un peu à partir de l'engagement de la France et de l'Allemagne. Faut-il aussi une préférence européenne? Jusqu'à présent, le petit continent européen voulait être ouvert à tout le monde parce qu'il fallait décloisonner le marché continental et donc donner un peu des leçons de libre-échangisme, de libre-échange à tout le monde, ce qui a beaucoup profité au commerce extérieur européen. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il ne faut pas se protéger contre certains fonds prédateurs, par exemple chinois, les Américains ou d'autres? La question est posée, elle fait partie de l'enjeu des élections européennes et on voit bien dans quel sens on va essayer d'aller. Alors, reste la question de savoir comment on progresse. Est-ce qu'il faut des nouveaux traités européens? Est-ce qu'il faut une nouvelle gouvernance? Oui, incontestablement, il y a beaucoup de choses à revoir dans le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui. Il y a surtout quelque chose qui manquait ces dernières années, c'est une volonté politique de la part des États membres de progresser pour résoudre des problèmes qui étaient communs. J'en prends un qui est chaud, bouillant, c'est l'immigration. On voit bien que l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelques règles de base qui à la fois respectent ses valeurs, accueillir les réfugiés qui demandent le droit d'asile, mais les demandeurs de droit d'asile, il n'y a pas deux pays d'Europe où ils sont traités de la même manière. En Allemagne, ils ont le droit de travailler. En France, ils n'ont pas le droit de travailler. En Allemagne, pendant 2 mois, au bout de 2 mois, on vous donne un statut. On dit, bon, on va examiner votre demande. En France, il faut 9 mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas fichu de se mettre d'accord parce que c'est un sujet tellement volatile et tellement difficile et sensible sur le plan politique que les classes politiques n'arrivent pas à le surmonter. Et pourtant, c'est typiquement le type de dossier qui peut avancer et évoluer vers une politique migratoire européenne commune d'une manière toute simple que personnellement j'ai appelée l'intégration par l'exemple. Ce qu'on voit, c'est que quand 2 États de l'Union européenne
se mettent d'accord pour faire quelque chose et le font vraiment ensemble, tout en étant ouverts aux autres, généralement, ça crée une dynamique qui entraîne une vraie politique européenne. Voulez-vous des exemples? Les accords de Schengen ont commencé par, j'y ai participé il y a longtemps déjà, commencé par un accord entre la France et l'Allemagne, aussitôt rejoint par les 3 pays du Benelux. On dit au stade où on en est, on pourrait supprimer les contrôles aux frontières entre nous. Excellente idée, on va passer un traité intergouvernemental, et puis petit à petit, on s'est aperçu que ça intéressait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a 26 États membres de Schengen, dont 4 qui ne sont même pas membres de l'Union européenne, et qui ont donc intégré dans le droit européen, avec la Commission européenne, un système désormais communautaire qui au départ était intergouvernemental. Donc si 2 ou 3 pays donnent l'exemple de politique commune en matière de défense, en matière de sécurité, en matière de poursuite des grands criminels et des grands crimes transfrontaliers, en matière économique aussi, on aura petit à petit une Europe qui va différemment de par le passé essayer d'aborder des grands défis en apportant des solutions extrêmement concrètes, peut-être moins ambitieuses, moins déclaratives. Et c'est un peu ça qui se joue dans les scrutins qui viennent, et surtout dans cette année 2019, non seulement il y a des élections européennes, mais aussi il y a derrière le renouvellement de la Commission européenne, le renouvellement du service diplomatique commun, donc un grand chambardement européen, à un moment où, je crois, on voit depuis maintenant moins d'1 an une grande bascule qui se produit dans le monde, bascule des rapports de force, bascule de, je vous le disais, d'exercice du pouvoir politique et démocratique, un moment particulièrement important pour lequel je crois que l'Europe reste très bien armée, et ça c'est ma conviction personnelle, et je suis prêt à en parler avec vous. Merci. Alors je pense qu'il va y avoir des questions. Je vais demander, quand vous prenez la parole, de vous lever et de vous présenter pour que M. Schmitt vous rencontre un petit peu. Est-ce qu'on peut ouvrir Léa ? Bonsoir. Moi, je m'appelle Karim Lemont, je suis en 3e année à l'ILERI. Je voulais d'abord vous remercier pour votre présence ce soir et pour la reprise de la présidence de l'ILERI, évidemment. Je voudrais aussi vous remercier pour des propos que vous avez eus durant votre présentation, à savoir de pouvoir considérer l'Afrique comme un continent qui peut grandir seul aujourd'hui et qui doit être considéré comme un véritable partenaire et non plus simplement comme un ancien continent colonisé, puisque c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup oublier aujourd'hui en Europe. Sinon, par contre, j'aurais une question qui repose un peu sur le lexique assez global que vous avez eu durant votre présentation, que j'ai trouvé très compétitif, très dans l'opposition entre l'Europe et le reste du monde, ce que j'ai trouvé assez paradoxal vis-à-vis du reste des propos que vous avez pu avoir, qui étaient très axés sur la coopération. Lorsque vous parlez de la Turquie, qui dérive beaucoup en s'éloignant de l'Europe, d'une guerre froide qui a été gagnée du côté occidental, ou des autres pays et continents qui défient l'Europe. Donc j'aimerais savoir un petit peu, de façon globale, quelle est la place et peut-être le rôle que joue l'Union européenne et l'Europe plus largement aujourd'hui dans le monde, selon vous. Merci beaucoup. Oui, excellente question. Est-ce qu'on en prend plusieurs d'un coup ou bien non? Non. Très, très bonne remarque. J'étais trop rapide, bien sûr, mais si vous voulez, le projet européen, c'est un projet pacifique. C'est un projet qui n'est pas un projet impérial. Nous avons abandonné l'esprit impérial que toutes les nations européennes n'ont cessé d'avoir pendant toute leur histoire, grâce à l'Europe. Et un monde sans Europe, aujourd'hui, ce serait un monde brutal, beaucoup plus brutal qu'il n'est avec l'Europe. J'en veux pour preuve que l'Europe n'a pas vraiment d'ennemis jusqu'ici. Maintenant, elle commence à en avoir. Si la Russie de Poutine, de temps en temps, manifeste qu'elle n'aime pas l'Europe, c'est parce que jusqu'à la crise ukrainienne,
l'Europe avait ouvert ses frontières. Il fallait un visa quand vous étiez russe pour venir dans l'espace Schengen. La moitié des visas étaient donnés à des Russes. Donc les classes moyennes russes venaient en Europe parce que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est le droit, l'Europe c'est plutôt sympa, solidaire, plutôt riche. Si on tombe malade, on est soigné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'Europe dans le monde. Et évidemment, ça dérange les autocrates. Ça dérange ceux qui ne sont pas en mesure de faire la même chose chez eux. Ça attire nos amis africains parce que c'est ce à quoi ils cherchent. Ils cherchent à aboutir. Et donc, oui, j'ai une haute idée de l'Europe parce que je pense qu'on a enfin réussi. Ça ne veut pas dire qu'on est plus fort que les autres parce qu'on a fait pire dans le passé. Mais on a enfin réussi à trouver un système basé sur le droit. Et peut-être qu'on a trop de droits, on entend dire qu'il y a trop de réglementations européennes, etc., etc. Mais les traités européens, ils enserrent les gouvernements des États membres dans des obligations et dans des comportements qui ne seraient pas le leur s'il n'y avait pas l'Europe. Qu'on le veuille ou non, ça repose sur des valeurs, et on a signé, les parlements ont signé, il y a eu 53 référendums d'adhésion à l'Union européenne, plus de 200 votes parlementaires pour adhérer à des traités, à un corpus de droit qui est unique au monde. Entre la Chine, le Vietnam, la Corée, le Japon, on se dispute encore des îles inhabitées à coups de bateaux qui viennent avec des lances à eau, dans le meilleur des cas, en attendant de se tirer dessus pour occuper des espaces. Nous avons abandonné tout ça. Et l'Union européenne est, pour moi, un exemple. Je ne dis pas que c'est un modèle pour les autres, je dis que c'est un exemple de relations pacifiques basées sur le droit. On peut nous reprocher de trop le faire, d'être trop mou. J'entends souvent les hommes politiques dire que c'est la grande Suisse, ils s'occupent de la courbure des bananes, ils feraient mieux de s'occuper du reste, etc. Oui, vous voyez à peu près les hommes politiques de droite et de gauche. Hein. Mais en réalité, c'est un bel exemple de relations internationales pacifiques. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer, vous avez raison, mais il n'y a plus d'esprit impérial dans l'Europe. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra revoir la politique à l'égard de l'Afrique, parce qu'elle est très généreuse, mais elle est pensée encore avec des concepts d'hier. Moi, je trouve qu'en Afrique, toute une jeunesse qui se lève, qui est entreprenante, etc., il faudrait mieux l'aider à avoir les moyens financiers de le faire elle-même, plutôt. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu une expérience par une ONG américaine qui a essayé de montrer que l'aide au développement, ça ne marchait pas. Et qui, au lieu d'aider à construire des puits, a donné de l'argent à des gens extrêmement pauvres au fin fond de la savane africaine. Et ils se sont beaucoup mieux débrouillés que tout ce qu'on aurait pu leur conseiller de faire. Et ça a créé un mouvement économique et de richesse beaucoup plus intelligent. Ils ont épargné, les gens se sont mis ensemble, ils ont créé des choses ensemble, ils ont créé une économie que l'Afrique est en train de créer, et il faut que l'Europe révise ses positions, c'est ça que je voulais dire. Et pour le reste, je pense que tous ces défis cernent l'Europe parce que l'Europe, c'est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on a fait. D'arrêter de se faire la guerre pour dire on fait les choses ensemble. Alors évidemment, c'est difficile, ça rompt avec tous les usages, ça choque parfois, c'est lointain, on ne comprend rien. Les hommes politiques s'en remettent aux diplomates et après des critiques quand on prend des décisions. Le meilleur exemple, c'est grâce à la politique européenne de protection des ressources halieutiques, on a pu éviter la disparition du thon rouge en Méditerranée. Il est revenu, il y en a encore, y compris dans des assiettes maintenant. On a même réglementé la pêche d'amateurs au bar dans la Manche. Alors tout le monde a dit mais de quoi ils se mêlent, moyennant quoi aujourd'hui les pêcheurs peuvent encore vivre de leur pêche parce que les bancs sont revenus. Ceci dit, ça reste l'activité de cueillette, la seule activité de cueillette encore pour le genre humain, donc ça évoluera encore, mais si vous voulez, donc l'Europe ça marche, et c'est un bon exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est reproductible partout,
un monde sans Europe serait un monde vraisemblablement plus brutal. Et peut-être va-t-il l'être si l'Europe n'est pas assez forte. Bonjour monsieur, Cédric Yafine, 3e année. Alors, ça va être un peu long, je suis désolé. Comment l'Europe peut-elle espérer être démocratique lorsque Jean-Claude Juncker explique qu'il ne peut pas y avoir de choix démocratique face au traité européen? Comment l'Europe peut-elle espérer devenir une grande puissance diplomatique lorsque l'Union européenne aligne ses positions sous celles de Washington sur le cas syrien, ukrainien, ou peine à défendre ses intérêts économiques en Iran? Comment l'Union européenne aspire-t-elle à devenir un mastodonte économique lorsque l'article 63 du TFUE et un euro fort promeut les délocalisations des pays du Sud? Je rappelle que 25% du tissu industriel italien a quitté le pays. Donc avec ces questions un peu insolentes qui font la renommée d'Hilary, j'aimerais vous demander si plus de fédéralisme au sein de l'Union européenne est vraiment la meilleure situation pour pallier à tous ces problèmes, et si même les États-Unis d'Europe sont envisageables. Je rappelle que toute modification des traités doit se faire à l'unanimité en accord avec l'article 48 du traité sur le fonctionnement, le traité sur l'Union européenne. Merci. Merci de votre insolence, je ne suis pas déçu. Au moins, vous lisez les traités, c'est déjà ça. Et donc, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Je peux avoir cette discussion avec vous sur l'euro quand vous voulez, mais ça prend un peu de temps. La dévaluation monétaire qui permettait à la France 17 fois au XXe siècle, c'est ce qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. La dévaluation. La dévaluation, c'est ce que réclament la plupart du temps les industriels, vous l'avez remarqué. Parce que quand ils ne sont pas compétitifs, c'est le moyen d'être compétitif. Et quand ils ne sont pas compétitifs, ce n'est pas à cause des salariés, etc. Parce qu'ils ne sont pas bons dans l'innovation, etc. Et donc ils disent, on n'a plus cet instrument monétaire et ça nous manque. Et donc la variable d'ajustement, c'est l'emploi, c'est les délocalisations, etc. Et si nous n'avions pas eu l'euro, ça aurait été pire. Ça aurait été bien pire. On aurait été colonisé complètement par le dollar et par cette économie financière qui a explosé. Car au moins, grâce à l'euro, on a non seulement une politique monétaire complètement indépendante et contracyclique par rapport à celle des États-Unis. Et elle est indépendante, pourquoi? Ça, c'est la réponse à la troisième question. C'est parce qu'elle est totalement fédérale. Et voyez-vous, je sais que c'est difficile de plaider ça, même pour moi, à la radio, mais la politique monétaire, on a complètement abandonné au niveau fédéral la compétence monétaire. Et alors, curieusement, c'est ce que les peuples aiment le plus. Parce que quand les Grecs, à qui on impose une purge extrêmement dure sur le plan social, parce que pour la troisième fois en un siècle, ils font faillite. Troisième fois en un siècle, ils font faillite. Je rappelle que jusqu'en 1936, la Grèce a été gérée par 3 hauts fonctionnaires qui avaient été désignés par une conférence internationale, ils faisaient des chèques, le gouvernement n'avait aucun pouvoir. Donc, quand on impose aux Grecs une purge extrêmement dure sur le plan social, la première chose que fait le gouvernement d'extrême gauche qui arrive, le gouvernement Syriza, M. Tsipras, c'est de faire un référendum pour dire, on va dire non à Bruxelles, non à la Troïka. Et donc, moi, gouvernement, je vous demande de voter non à mon référendum. Déjà, c'est un peu curieux. Il obtient un grand succès, 60% de non au référendum. Que fait M. Tsipras? 3 jours après, vous pouvez vérifier, va à Bruxelles et il fait la politique du oui. Pourquoi? Parce que les Grecs ont manifesté en même temps qu'ils ne voulaient pas sortir de l'euro. Et ce n'est pas parce que c'est une camisole de force, c'est parce que l'union fait la force. Ce vieux proverbe venu du fond des siècles, il reste valable. L'union fait la force, quelles que soient les difficultés. Et en Italie, comme ailleurs, la coalition italienne qui gagne les élections du 17 juin dernier,
Di Maio, Salvini. Ils font campagne tous les deux contre l'euro. On va sortir de l'euro. Oui, si, on va sortir de l'euro. Non, justement, c'est pour ça que Mattarella a refusé de nommer le ministre de l'économie, qui était contre la Mais laissez-moi finir. Justement, ils font campagne contre l'euro. Ils forment un gouvernement, ils veulent nommer un ministre, effectivement, qui était anti-euro, M. Mattarella, le président de la République, a refusé. Mais pourquoi tout ça? Parce que les Italiens ne veulent pas sortir de l'euro. Moi, j'étais en Italie il n'y a pas longtemps encore. Les Italiens ne veulent pas sortir de l'euro. Ils ont compris qu'il vaut mieux être avec les Français maintenant que tout seul. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. Quand vous regardez les sondages, c'est très curieux. Les gens considèrent que l'Union européenne c'est un acquis et que l'euro est une force. Ils ne considèrent pas du tout que c'est une faiblesse. Alors, il faut encore travailler pour que l'euro soit une monnaie de réserve plus forte, etc. Mais à votre avis, dans la réserve la Fed de la Banque centrale américaine, qu'est-ce qu'il y a comme monnaie, à votre avis? Il y a 65% des réserves américaines qui sont en euros. Voilà. Donc c'est une monnaie crédible. Et ça, c'est quelque chose que nos pays individuellement n'auraient jamais pu acquérir. Ni la livre britannique, qui maintenant représente 3% des échanges, alors que Londres reste la première place financière du monde. D'ailleurs grâce à l'euro, parce que l'argent qui vient là, de Russie, Chine, les pays arabes, s'investit sur le continent européen. Donc si vous voulez, une monnaie forte, c'était les thèses de Raymond Barre, c'était les thèses du général de Gaulle. Une monnaie forte, c'est toujours un effort à faire, parce que il y a des disparités, etc. Il y en a au sein aussi des États-Unis, des disparités entre l'Arizona, l'État de Washington, le Delaware, qui est d'ailleurs un paradis fiscal. Hein. Il y a des différences. Et donc, nous avons des différences aussi. Et il faut savoir les gérer. Mais nous avons quelque chose qui est en train de naître et qui va, à mon avis, se développer. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, une solidarité financière européenne qui existe. Alors, elle ne concerne qu'1% du PIB de l'Europe. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB, à comparer avec les 20% des États-Unis. Donc c'est insuffisant pour une vraie redistribution. Mais ça n'empêche pas la Pologne de recevoir 86 milliards d'euros en l'espace de 7 ans. Que chaque année, 50 milliards d'euros de fonds structurels sont redistribués à l'égard des régions les plus pauvres, etc. Que les agriculteurs français reçoivent 10 milliards d'euros par an. Le gouvernement serait incapable de leur donner. Donc vous voyez, petit à petit se crée quelque chose qui est encore imparfait, donc, qui peut encore être critiqué, vous avez raison de le critiquer, mais la tendance est plutôt bonne. Et donc, que l'euro ait réussi à se hisser à ce niveau-là en l'espace de 12 ans, c'était assez inattendu. J'ai eu l'occasion d'aller en Chine, faire des conférences sur ce sujet-là. Ils étaient dopés au Wall Street Journal et aux conceptions américaines sur le thème une monnaie, il faut une zone monétaire optimale, etc., etc. Donc ça ne marchera jamais notre truc. Donc tous les prix Nobel américains, je ne cite pas leur nom, mais vous voyez qui je veux dire, disent ça ne va pas marcher votre truc. Ils étaient bien contents quand il y a eu la crise des dettes publiques d'affaiblir l'euro, parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu plusieurs monnaies dominantes qui cohabitaient. Il y a toujours eu qu'une, le florin, le peso, le franc, la livre dans l'histoire des monnaies. Et donc ils n'aiment pas l'euro, les Américains n'aiment pas l'euro, la finance internationale n'aime pas l'euro. Mais en réalité, il est parfaitement crédible, parce que le grand marché intérieur européen, c'est 512 millions d'habitants, 512,6, j'ai vérifié avant de venir, je vais vous donner le bon chiffre. Eh bien, c'est le plus grand marché de consommation du monde, aujourd'hui. Ça ne va pas le rester longtemps, avec la Chine, avec l'Inde, mais il est devant les États-Unis. Par le pouvoir d'achat, c'est le plus grand marché du monde. Avec des règles de droit, avec des règles de transparence qui sont beaucoup plus achevées que ce qu'on peut trouver
aux États-Unis ou ailleurs, et donc c'était un marché et une monnaie crédible. Donc ça a un prix. C'est vrai que de temps en temps, on aurait bien aimé pouvoir dévaluer pour retrouver un peu de compétitivité et éviter des dégâts sociaux ou autres, mais de toute façon, nous aurions eu en face de nous les défis de l'innovation, de la transformation et de ce que l'économie est devenue. Donc, globalement, je ne suis pas d'accord avec vous. Bonsoir Monsieur Giuliani. Bonsoir. Je m'appelle Victor, je suis étudiant en première année. D'abord, merci pour votre conférence. Ma question sera peut-être un petit peu moins insolente et un petit peu plus courte. Je voulais savoir, vous qui avez du recul sur l'état de l'Union, sur son histoire et sa création, est-ce que vous pensez que l'Union a bien fait de s'étendre aux anciens pays du bloc de l'Est? Et je pense notamment à la situation de l'Union, plutôt de la désunion vis-à-vis du Premier ministre Orban ou du Premier ministre polonais. Merci. Alors, d'abord, je réponds sur l'insolence. Moi, je vous demande d'être insolent. Si j'ai accepté d'être président du Libéry, Claire, mettez-moi, c'est parce que vous êtes réputé libre d'esprit. Donc, je vous en supplie, continuez comme ça. Ça, au moins, d'abord, j'apprends, et ensuite, on débat et on discute. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et pour ne rien vous cacher, c'est ce qui sera votre plus grande force pour votre vie professionnelle. C'est de rester indépendant et libre avec vos convictions, soucieux d'écouter les autres, mais des convictions fortes, même si elles sont insolentes. Alors, l'élargissement, c'est quelque chose de très impopulaire en France. Parce que, à quelques petits détails, on le voit, lorsque en 2004, on élargit à 10 pays, puis après à 12, 2 ans plus tard, à 2 autres, la Roumanie et la Bulgarie, finalement, on ne parle plus français à Bruxelles, on parle anglais, parce que les Polonais, etc., parlaient anglais, ne parlaient pas français. On a l'impression d'être dilué, en quelque sorte. On se dit, on nous a changé notre Europe. Elle est plus difficile à manœuvrer, et ça, c'est quelque chose que les hommes politiques et les femmes politiques aiment bien utiliser pour dire finalement, on est moins puissant dans un ensemble à 28, bientôt 27, qu'un ensemble à 12, ce qui est assez évident d'ailleurs. À cela, je réponds 2 choses. D'abord, nous n'avions pas le choix. L'Europe, c'est un continent, et jusqu'à preuve du contraire, Budapest est en Europe, Varsovie aussi, et ça, on ne pourra rien faire pour les délocaliser. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu la malchance d'être confinés du mauvais côté du rideau de fer. Et croyez-moi, j'ai beaucoup fréquenté ces pays-là à ce moment-là, c'était pas du gâteau. C'était vraiment des régimes liberticides. Ils ont vécu sous le totalitarisme. Et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, ils ont voulu réintégrer leur famille. 40 ans de communisme, comme ils l'ont vécu, c'était quelque chose d'épouvantable. Ça a marqué des générations, la géographie, des villes, des campagnes, et ruiné le pays. Et donc, le premier geste de ces nouvelles démocraties, ça a été de vouloir assurer leur sécurité. Donc, ils se sont tournés vers l'OTAN. Et ils ont très vite adhéré à l'OTAN. Puis ensuite, ils ont frappé à la porte de l'Union européenne. Est-ce qu'on pouvait les refuser? Non, je ne crois pas. On a essayé. Le président François Mitterrand, le président de la France, à ce moment-là, a dit on va créer plusieurs cercles, vous n'êtes pas prêts, etc. Il avait expliqué à un Polonais qui n'est pas européen, moi, je n'ai pas le courage de le faire. Parce qu'il est européen. Parce que c'est notre même culture, c'est notre même histoire, pas toujours vécue du même point de vue, mais ils sont européens. Donc on avait difficile, c'était très difficile de les refuser
Et on a quand même attendu 14 ans avant de les intégrer dans l'Union européenne. 14 ans, c'est la chute du mur et leur adhésion. Avec des conditions, là on peut en discuter, avec des conditions extrêmement sévères en termes d'état de droit, en termes économiques, parce que passer d'un système soviétique à un système libéral sur le plan économique, c'est un choc considérable aussi. Et donc, on aurait peut-être pu avoir un dialogue politique plus approfondi sur les finalités de l'Union européenne. Mais ça n'aurait pas empêché les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, et qui sont des difficultés essentiellement dues à la sortie du totalitarisme. Je vous assure, j'ai eu l'occasion ma fondation, elle est née de ça, elle est née de cet élargissement. On a été sollicité par Václav Havel, Valéza, pour aller les soutenir avant même que le mur s'effondre, les accompagner ensuite. Et finalement, vivre dans le totalitarisme, c'est vivre quelque chose qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne l'a pas fait. C'est-à-dire, vous vous méfiez de tout le monde, sur le plan économique, il peut y avoir sur le plan scientifique des avancées, des réussites, etc. Mais collectivement, c'est un échec. Et donc, réapprendre une vie en société, une vie qui est réglée par le droit et la justice et le respect des uns et des autres, c'est quelque chose qui nécessite au moins 2 ou 3 générations. Et c'est dans la classe politique des pays d'Europe centrale et orientale, il y a des gens, dont Viktor Orban, dont l'actuelle majorité en Pologne, mais aussi en Slovaquie ou ailleurs, il y a des élites politiques qui n'ont pas le même parcours que les nôtres. D'ailleurs, les nôtres, il y a quelques années lointaines, n'étaient pas plus brillantes. Ils ont appris aussi la démocratie, etc. Et donc cette démocratie, telle qu'on la conçoit, avec des contre-pouvoirs, liberté d'association, une justice indépendante, un état de droit respecté, une minorité respectée, etc., pour nous, à l'Ouest, c'est un achèvement, un long parcours, on n'a pas toujours été exemplaires. On ne peut pas exiger d'eux que du jour au lendemain, ils comprennent tout. Et quand vous discutez, ça m'est arrivé avec Viktor Orban, pour lui dire, attendez, vous dites que vous avez 2/3 des voix au Parlement et que vous pouvez faire n'importe quoi. Non. La démocratie, c'est aussi des associations, une presse libre, une justice indépendante. Lui dit, j'ai la majorité. Je peux modifier la Constitution, je peux modifier les choses. Vous voyez, donc, je ne leur jette pas la pierre. Et je pense que tout ça, c'est un processus qui va petit à petit s'harmoniser. Parce que, encore une fois, ils y ont tous intérêt. La Hongrie est le pays qui reçoit le plus de ressources structurelles par tête d'habitants. Donc il y a une solidarité qui s'exerce avec lui. Ce qui explique que, dans toutes ces provocations qui m'exaspèrent comme vous, Orban, il s'arrête à un moment. Et quand on lui tape sur les doigts, il revient en arrière. Les Polonais, pareil. Les Polonais, vous avez vu ce qui s'est passé quand même. La Cour de justice a fait modifier la loi sur la justice qu'avait adopté le Parlement polonais par un référé. C'est-à-dire, c'est plus qu'une humiliation. Suspendez votre réforme de la justice et de la Cour constitutionnelle parce que ce n'est pas conforme à l'état de droit. Et le Parlement polonais l'a fait. Donc, si vous voulez, je pense que l'élargissement était incontournable, qu'on aurait pu essayer d'approfondir un peu plus l'Union européenne avant, mais que de toute façon, ce hiatus qu'il y a entre nos peuples, il va se résoudre petit à petit grâce aux relations encadrées par le droit que nous avons. Alors là où c'est intéressant, notre question, c'est que l'année 2019 va avoir une poussée populiste ou eurosceptique au Parlement européen, insuffisante pour avoir une majorité. Ce qu'on entend ici ou là, Marine Le Pen ou d'autres, on veut créer une minorité de blocage au Parlement. Ça n'existe pas, une minorité de blocage dans un Parlement. Vous avez la majorité, vous l'avez. Il y aura encore une majorité des forces pro-européennes.
plus exactement les mêmes. Aujourd'hui, il y a les socialistes et les PPE. Il y aura les socialistes, les PPE, les libéraux, peut-être un autre groupe de centristes modérés. Mais plus intéressant, après, il va y avoir la Commission européenne, composée de un commissaire par État membre. Donc on va voir qui la Hongrie va envoyer, qui l'Italie va envoyer, qui la Pologne va envoyer. Et on va voir comment ça va se passer. Ça peut très mal se passer. Moi, je prends le pari que ça ne va pas trop mal se passer. Parce qu'on n'a pas intérêt à faire exploser le système, en réalité. Parce qu'il vaut mieux, encore une fois, être ensemble que tout seul dans son coin. Bon, c'est un pari que je fais, mais c'est comme ça. Est-ce que vous acceptez encore une question? Oui, autant que vous voulez. Bonsoir Monsieur le Président, Lucas, élève en troisième année. J'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est comment pouvez-vous définir la culture européenne? Et pourquoi ne fait-il aucun doute pour vous que la Pologne soit européenne, alors que la question de la Turquie divise autant? Et qu'est-ce que nous pouvons partager avec des pays comme la Pologne ou les pays d'Europe de l'Est qu'on ne partage pas avec la Turquie? Et enfin, alors que l'Europe lutte face à un président américain anti-européen, comment un pays fondamental pour l'Union européenne, comme la Belgique, achète des F-35 au lieu des avions européens? Merci. Alors déjà, il faut que vous alliez en Pologne pour voir ce que vous avez en commun. Je pourrais être très provocateur et vous répondre, ce que nous avons en commun avec les Polonais que nous n'avons pas avec les Turcs, c'est la religion déjà. D'accord? Mais ce serait trop court. Ce serait trop court, parce que nous avons une histoire en commun. Nous avons une histoire, pas toujours vécue du même côté. Enfin, nous avons beaucoup de liens historiques. La famille Poniatowski, je crois, il y a des Polonaises, il y a une immigration polonaise chez nous. Et puis, ce que nous avons en commun, si j'essayais, mais vraiment, pardonnez-moi, je vais être trop rapide, de définir ce qu'est la culture européenne, je dirais que c'est la conviction que l'art, la création fait partie de la vie, que la personne humaine en tant que telle doit être protégée et elle est l'alpha et l'oméga de toute organisation sociale. En tout cas, c'était comme ça que les pères fondateurs le voyaient, c'est un peu chrétien comme définition, catholique, hein, disons-le. C'est quelque chose d'important parce que par rapport aux Chinois, par exemple, ils considèrent, vieille doctrine de Confucius, que l'individu ne compte pas, et que c'est seul le progrès de la collectivité qui doit être l'aune, la mesure des progrès des politiques. C'est une différence fondamentale. Et comment dirais-je, à l'égard des Américains aussi, les Américains sont quand même des Européens qui ont immigré quelque part, avec des descendants, mais l'importance de l'argent aux États-Unis par rapport à l'Europe, globalement encore, et vous allez me dire que j'exagère, c'est quand même une différence fondamentale. Quand on veut bien comprendre ça, vous regardez la queue devant les musées européens, l'importance de l'art dans l'histoire de nos pays. Hein, vous prenez n'importe quel pays européen, au moment de sa plus grande gloire, et Dieu sait si notre histoire est beaucoup plus ancienne que l'histoire des États-Unis. Ça, je pense que c'est une différence fondamentale. Et que dans notre histoire, chaque fois, que ce soit le siècle d'or, vénitien, portugais, la Renaissance, chaque fois, l'art est présent. La création est présente. Soit musicale ou autre. Et je crois que c'est une vraie différence. Ça ne veut pas dire que les Américains sont des incultes, mais parfois, on peut le penser depuis l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est une vraie différence, si vous voulez. Et ça va au-delà du niveau de vie. On a fait plusieurs fois des études. J'avais demandé à Bruno Tertré, quelque chose, de faire une étude comparative entre les valeurs de la société américaine et
valeurs des sociétés européennes. Et donc ça se décline dans toute une série de choses. Par exemple, dans les relations internationales, lorsque le Pew Research Center, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme, qui est un très grand organisme d'études sociologiques américains, on trouve tout sur Internet, fait une étude sur le recours de la force dans les relations internationales, on s'aperçoit qu'il y a une unité européenne, c'est-à-dire que les opinions de chacun de nos pays réagissent à peu près de la même manière, ils ne sont pas favorables, a priori, à l'usage de la force dans les relations internationales, à la différence des Américains, des Turcs et des Israéliens. Donc, et pour les Turcs, je reprendrai cette formule du président Giscard d'Estaing, à qui on posait la question, et qui dit, mais je suis un pays d'Asie mineure. Et donc, voilà, la Turquie, c'est un peu comme l'Ukraine, c'est un pays qui est un pont entre deux. Voilà. Et le tort de l'Europe, c'est un peu, à mon avis, un péché d'orgueil, c'est d'avoir dit qu'ils n'entreront jamais, on va leur tendre la main pour les européaniser. Je pense que c'était une erreur. J'ai vécu ça, c'était le chancelier Kohl et Jacques Chirac. Et je posais la question à Jacques Chirac, il me dit, vous me cassez les pieds avec un truc, de toute façon, ils ne rentreront jamais. Non, on en a promis, on ne joue pas comme ça dans les relations internationales. Donc on a eu certainement des torts, mais ceci dit, la Turquie, c'est un monde en soi. Voilà. C'est un monde en soi qui se cherche, qui a un problème d'identité entre l'Europe et l'Asie, qui a un problème avec la religion aussi, parce que c'est un pays de l'islam, mais Atatürk considérait que moderniser la Turquie, c'était couper ses racines islamiques et ses racines arabes. Il avait même extirpé, interdit l'alphabet arabe. Donc, si vous voulez, il avait interdit par la force, dans les années 20, le port de leur chapeau traditionnel, de leur costume. Il avait fermé les harems, etc. Donc, par la force. Et donc, il y a eu un retour de bâton. Et aujourd'hui, la Turquie cherche son identité. On peut se rapprocher ça de l'Iran aussi, hein, dont le Shah a longtemps voulu faire un modèle pro-occidental. En fait, il y a une tradition alors, beaucoup plus ancienne encore en Iran, une tradition culturelle très profonde, très complexe. Et il faut que ces peuples ils ont le droit de retrouver leur identité, et ce n'est pas à nous de leur dire s'ils doivent être européens ou pas. Pour la Turquie, je pense qu'on a eu tort de ne pas considérer la Turquie comme un partenaire à part entière, et tout de suite lui proposer un vrai partenariat, plutôt que de lui laisser entendre que l'adhésion était quelque chose... Alors n'oubliez jamais que dans les traités européens, le fondement de l'Union européenne, ce n'est pas de rapprocher les États, même si c'est la conséquence. Les traités disent bien que l'objectif, c'est une union de peuples. Et donc, là aussi, c'est différent de ce qu'on peut entendre dans les scènes politiques. Rapprocher les peuples, qui peut être contre, hein, voilà. Après, sur les moyens, on peut discuter, on peut dire garder notre souveraineté, etc., ou froisser notre diversité, je ne crois pas, aujourd'hui. Enfin, la question mérite de se poser, elle est légitime. Une dernière question. Bonsoir monsieur, Jean-Mathilde Benet, je suis étudiant en Bachelor 3. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur les relations russo-européennes. Moi je me pose plusieurs questions. Mon côté européen se demande est-ce qu'on n'a pas intérêt à parler de travailler avec eux, leur mettre des embargos et être aussi exécrable avec eux pour nos intérêts, ce qui effectivement serait une bonne thèse. Mais mon côté apprenti géopolitologue que j'apprends à l'IAE me fait poser une question, c'est est-ce que c'est pas nous, Européens, l'Union Européenne et nos hauts dirigeants, qui offront sur un plateau en or les raisons pour que les Russes nous détestent, comme vous l'avez plus ou moins dit, des mots plus courtois en tout cas. Effectivement, avec la gestion exécrable du Kosovo, de la pseudo-guerre de Saakashvili en Géorgie, de la gestion aussi de la guerre d'Ukraine, et puis les embargos qu'on leur met aujourd'hui. J'ai vécu 6 mois en Russie grâce à l'IRI, et effectivement j'ai trouvé que les Russes, et notamment les hauts dirigeants, étaient des gens qui aimaient l'Europe et l'Union Européenne, qui trouvaient énormément d'intérêt, et qui ont dit énormément de systèmes. Simplement ils trouvent, et je pense que c'est intéressant de voir ça, c'est qu'on fait tout pour qu'ils ne nous aiment pas, finalement dans un sens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur le Président? Et réciproquement. Je partage votre point de
l'Europe, c'est d'avoir une relation privilégiée avec la Russie. Et je crois que beaucoup le pensent, parce que c'est un peuple qui a toujours regardé vers l'Europe, qui a toujours été aussi déchiré entre deux écoles, ceux qui regardaient vers l'Europe et ceux qui ne voulaient pas regarder vers l'Europe. Mais enfin, la vraie modernisation de la Russie, elle est européenne, avec Pierre le Grand et Catherine II. Et donc, il y a en Europe beaucoup de gens convaincus, les Allemands, les Français, majoritairement, qu'il faut avoir des relations approfondies avec la Russie. Est-ce qu'on s'y est mal pris? Est-ce qu'on a été instrumentalisé par les Américains? Il ne faut pas l'exclure. En tout cas, on a tendu la main à la Russie. On a tendu la main dès les années 90 en leur proposant de signer un pacte de partenariat très étroit. Le dernier date de 1995. Mais évidemment, on l'a fait à la manière européenne. C'est-à-dire, il faut quand même voir ce qu'est la Russie, parce que vous avez vu le bon côté de la Russie. Mais si vous étiez un entrepreneur, que vous avez une idée géniale et que vous allez vous installer à Moscou, vous avez quand même le risque qu'un soir, quelqu'un débarque avec une Kalachnikov chez vous pour vous dire désormais, signe-là, c'est moi le propriétaire. C'est des exemples. Et encore, on ne fait pas ça. Donc, l'état de droit, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a quand même des exemples. Et c'est là-dessus que ça a buté, justement. Quand on a voulu renégocier le partenariat avec la Russie, on avait vraiment intérêt, sur le plan énergétique, par exemple, etc., sur le plan des ressources. On était prêt à investir. Vous savez, avant la crise ukrainienne, il y avait 6000 entreprises allemandes installées à Moscou. Il y avait 3000 entreprises françaises. Donc, Total est très investi, bon, etc. Donc, vraiment, il y avait un besoin. Et puis, les présidents français étaient assez convaincus. Mais en réalité, on s'est heurté à une réalité très complexe en Russie, où l'état de droit n'existe pas, où la société de la kleptocratie est quand même... regardez les grandes fortunes russes, hein, comment elles se sont constituées. Les Pasca et autres, ils ont fait leur fortune en trichant au moment des privatisations. Et quand je dis tricher, c'est souvent les armes à la main. Hein. Donc, voilà. Donc, on a voulu, nous, Européens, faire ça à l'européenne en disant, bah, écoutez, s'il y a des entreprises, on veut au moins une justice indépendante, on voulait créer un tribunal commun pour régler les différends, avoir un minimum de règles de protection des investissements. On n'a jamais pu. On n'a jamais pu parce que, une fois de plus, sur ce grand pays magnifique, il y a une bande de prédateurs qui a mis la main sur l'économie et qui s'enrichit. Écoutez, les fortunes des grands oligarques, ça date depuis 2 siècles, c'était comme ça sous les tsars. C'est un vrai scandale quand on connaît la Russie, qui a besoin de tout. Et justement, quand on avait commencé à ouvrir les visas Schengen, etc., c'était les classes moyennes qui venaient. Et elles sont revenues et elles ont contesté la réélection de Poutine. Et c'est là, et oui, elles sont descendues dans la rue parce que, il ne faut pas croire que les Américains ont contesté Poutine, ils s'en fichent, les Américains de Poutine. Ce qu'ils voulaient, c'était faire du business. Et donc, les torts sont au moins partagés. Et aujourd'hui, la Russie, peut-être pour des raisons de politique intérieure, a choisi la voie nationaliste. Il y a, je peux vous dire, c'est très frappant. Moi, j'ai des correspondants russes, de voir les discours qu'ils tiennent aujourd'hui. Donc, personne n'a voulu la fin de la Russie, en tout cas pas les Européens. Et eux, aujourd'hui, tiennent des discours, nous en char, révisionnistes, etc. Donc, on est obligé, à un moment ou à un autre, de montrer aussi la force. Et on pourrait discuter avec des torts partagés. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la réalité des choses, regardez comment le président Macron l'a abordé. Il a quand même invité Poutine ici. Il a tenu un discours un peu vigoureux. Enfin, il a expliqué plusieurs fois dans ses discours aux ambassadeurs que l'intérêt de l'Europe, c'était d'avoir une relation avec la Russie, ne serait-ce que pour discuter de sa sécurité. On y est avec la fin du traité INF, FNI, hein, sur les forces nucléaires intermédiaires.
On va bien être obligé à un moment ou à un autre de regarder les choses sur la table. Dans la réalité des choses, entre Européens et Russes, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a les trublions américains qui lui est sur de vieux schémas, notamment le Congrès des États-Unis. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que les difficultés qu'on a avec les Polonais ou les autres, c'est de leur expliquer que leur meilleur allié, c'est pas les États-Unis. Le meilleur allié, c'est le plus proche, c'est l'Européen. Qu'on aurait plutôt intérêt à construire quelque chose ensemble, plutôt que d'aller une fois de plus chercher l'allié lointain qui vous laissera tomber le jour où il y a un pépin. Merci beaucoup.